C'était l'un de ces après-midi sereins, de juin où St. Mary Mead semblait à l'abri de tout événement désagréable. La lumière du soleil tombait doucement sur le village verdoyant, où le pavillon de cricket, fraîchement repeint en crème pâle et orné de lierre, se dressait, digne et majestueux, tel le gardien de la paix estivale anglaise. Des enfants jetaient des miettes aux moineaux près de la clôture, et une légère brise agitait les banderoles bleues, laissées par la fête de la semaine précédente. Pourtant, même dans un moment aussi tranquille, un trouble s'installa. Il ne se manifesta pas par des cris ou des sirènes, mais par un éclat cramoisi, quelque chose de doux et de brillant qui flottait sur les marches du pavillon avant de glisser presque furtivement sous les planches de bois. Un mouchoir solitaire, d'un rouge vif, inhabituel parmi les flanelles pâles et le lin blanc des équipements de cricket. Son coin éclatant disparut comme s'il avait été arraché par la terre elle-même. Mademoiselle Marple, confortablement assise sur une chaise pliante sous un parasol, le remarqua immédiatement. Elle tricotait un simple cardigan destiné à la nouvelle nièce du vicaire, ses aiguilles cliquetant doucement. Rien dans sa posture ne suggérait l'inquiétude. Seuls ses yeux, brillants et pensifs, suivaient ce mouvement étrange. « Curieux », murmura-t-elle pour elle-même. « Le cricket est généralement très blanc. » Le jeune M. Denham, capitaine de l'équipe du village, sortit à grands pas de la porte du pavillon, une batte sous le bras. Il était beau d'une manière rustique, même si son expression trahissait une légère tension, comme si quelque chose le crispait autour de la bouche, comme s'il se préparait à essuyer des critiques invisibles. Il s'arrêta près de mademoiselle Marple et lui fit un signe de tête poli. « Tout est prêt pour un match animé, mademoiselle Marple, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Oh oui, » répondit-elle, sans ralentir ses aiguilles à tricoter. « La confiance est une chose merveilleuse, mais je trouve toujours que ceux qui la montrent trop ouvertement cachent souvent une certaine nervosité. » Monsieur Denham cligna des yeux, ne sachant pas s'il avait été conseillé ou averti. Heureusement, ou peut-être malheureusement, il n'eut pas le temps de réfléchir. L'arbitre l'appela et il se dépêcha de rejoindre la ligne de démarcation. À l'intérieur du pavillon, Madame Letterby, secrétaire du club et fervente défenseuse du sport dans le village, finissait de comptabiliser les cotisations des membres. C'était une femme d'une efficacité à toute épreuve. Ses sacs à main suffisaient à eux seuls à effrayer un délinquant et à le pousser à bien se comporter. Elle referma son grand livre juste au moment où son mari, le colonel Letterby, sortait du vestiaire, la moustache hérissée de la fierté d'un homme qui préférait commander des troupes plutôt que de rater une balle de cricket. « Tu as l'air rouge, mon cher, » observa madame Letterby. « Il fait chaud, marmonna-t-il. »« C'est tout. » Mais son regard se porta nerveusement vers la porte du pavillon. Peu après, M. Caldwell fit son apparition. Comptable aux manières douces, lanceur discret, un homme que l'on pouvait oublier dès qu'il quittait une pièce. Il ajusta ses lunettes comme pour les convaincre de rester alignés avec sa présence modeste. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il attrapa son sac de cricket. Alors que les spectateurs se rassemblaient le long de la corde délimitant le terrain. Des majors à la retraite, des servantes gloussantes, des dames âgées, dégageant un léger parfum de lavande. Les commérages fusaient entre deux gorgées de limonade. « Avez-vous entendu parler de Denham et du colonel ?» murmura madame Hartree, baissant la voix d'un demi-ton seulement. Quelle terrible dispute il y a 2 semaines, quelque chose à propos des fonds qui ne seraient pas tout à fait là où ils devraient être. « Je suis sûr que ce n'est rien de scandaleux, » répondit son ami, les yeux écarquillés dans l'attente d'un scandale. Mais le colonel a mauvais caractère, et M. Caldwell était là aussi, n'est-ce pas? On se demande si ces choses-là vont toujours par 3. Mademoiselle Marple écoutait davantage la manière dont il parlait que les mots eux-mêmes.
Elle savait que les rumeurs villageoises naissaient rarement de la simple curiosité. Elles surgissaient lorsque la culpabilité cherchait à se dissimuler. Une acclamation s'éleva lorsque le match commença. Le claquement sec du cuir sur le bois résonna agréablement à travers le terrain. Tout le monde regarda, tout le monde applaudit, et pendant quelques overs glorieux, la vie du village sembla parfaitement satisfaite d'oublier les tensions. Mais alors que Denham s'apprêtait à frapper la balle suivante, son partenaire de guichet lui demanda de courir, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Confusion, cris d'avertissement, pieds glissant sur l'herbe. Denham sprinta vers son guichet, mais il était déjà trop tard. Les piquets s'envolèrent. Un rugissement de consternation s'éleva de la foule, puis s'éteignit maladroitement. Quelque chose avait interrompu le rythme normal de la déception. Le colonel Letherby s'était effondré. Sa batte s'écrasa à côté de lui alors qu'il s'effondrait sur le terrain, les mains agrippées à sa gorge. Les joueurs se précipitèrent artôt vers lui, les voix affolées, les spectateurs se levant, alarmés. Le tricot de mademoiselle Marple tomba silencieusement sur ses genoux. Le visage du colonel, habituellement rougeaud et empreint de l'assurance d'un général, prit une pâleur sinistre. Il haleta une fois, émettant un son terrible et rauque, puis s'arrêta complètement. Madame Letherby poussa un cri d'incrédulité, s'agrippant à son col. Là, visible sur la flanelle blanche, se trouvait une légère tache cramoisie, la même teinte vive que mademoiselle Marple avait vue glisser sous le pavillon. Un mouchoir, un avertissement ou une signature? Déjà, les gens se précipitaient dans une frénésie de questions, certaines utiles, la plupart gênantes, tandis que l'arbitre appelait précipitamment le médecin. Les joueurs restaient là, inutiles. Madame Letherby sanglotait. Monsieur Caldwell restait parfaitement immobile. Trop immobile. Ses lunettes brillaient, mais son expression restait indéchiffrable, à l'exception d'un seul pouls qui battait sauvagement dans sa gorge. Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. Pas vers son visage, mais vers ses mains. L'une d'elles portait une légère trace de rouge le long du bord de son ongle. Elle ne bougea pas. Elle ne haleta pas. Elle reprit simplement son tricot, chaque boucle soigneusement serrée, resserrant les fils qui allaient bientôt dévoiler la vérité. Le calme du village était brisé. Le jeu venait seulement de commencer. La panique se propagea sur le terrain de cricket, mais même à St. Mary Mead, la panique conservait une certaine bienséance. Les spectateurs reculèrent juste autant que nécessaire. Des ombrelles furent levées pour éviter les visions pénibles. Quelqu'un ramassa discrètement la casquette tombée du colonel et en brossa la poussière. Sous l'horreur se cachait l'instinct persistant de préserver les apparences. Le médecin du village, le docteur Partridge, s'agenouilla à côté du colonel sans vie. Il serra les mâchoires avec détermination et vérifia le pouls une fois, puis une deuxième fois dans l'espoir d'une erreur. Lorsqu'il se releva en secouant la tête, la vérité devint indéniable. Un décès au milieu d'un match de cricket, cela n'arrivait tout simplement pas ici. Mademoiselle Marple se leva de son siège, pliant soigneusement son tricot. Son regard ne se posa pas sur le corps, ni sur la détresse de madame Letherby, mais sur le bord du pavillon, où une tache rougeâtre restait obstinément visible sous les planches. Un détail que l'agitation n'avait pas effacé. L'inspecteur Graves arriva de Much Benham, convoqué par des messages frénétiques. Grand, compétent, moustachu, il dégageait une autorité tranquille et un désir ardent de trouver rapidement des réponses. « Bon, » dit-il en frappant dans ses mains, comme pour diriger des écoliers indisciplinés. « Que tout le monde reste où il est, personne ne quitte le terrain. » Madame Letherby sanglotait dans les bras d'une amie, le chagrin déformant sa posture habituellement alerte en une posture désespérée. « Mon mari... Ah, mon cher Charles !» L'expression de l'inspecteur Graves s'adoucit brièvement. Mais son travail exigeait de la fermeté,
pas de la sensibilité. « Docteur ?» demanda-t-il. Le docteur Partridge retira ses lunettes et nettoya un verre qui n'avait pas besoin d'être nettoyé. Il s'est effondré soudainement. Problèmes à la gorge. Cela pourrait être une insuffisance cardiaque. Mais la rapidité, la gravité. Il baissa la voix. Le poison correspondrait mieux. Le mot se répandit dans la foule comme un coup de froid soudain. Les lunettes de M. Caldwell brillèrent à nouveau, alors qu'il se déplaçait nerveusement. Son regard se posa sur la lueur cramoisie près du pavillon, puis s'en détourna brusquement, comme brûlé par cette vision. Mademoiselle Marple observa bien la scène. L'inspecteur Graves commença à poser des questions, les yeux fixés sur M. Denham. « Je crois comprendre qu'il y a eu un désaccord entre vous et le colonel il y a quelques semaines. » Denham se raidit. « Rien de grave. Des questions administratives, les cotisations et les fonds pour l'équipement. » Un malentendu. Cela concernait de l'argent manquant, n'est-ce pas? Denham serra les lèvres. Une erreur de comptabilité. Résolu. Juste avant le match d'aujourd'hui, murmura Madame Hartree un peu trop fort. Mademoiselle Marple remarqua le rouge qui montait sous le col de Denham. De la honte, pas de la colère. Un jeune homme qui craignait d'être mal jugé. Grave poursuivit. « Où étiez-vous juste avant le début du match ?»« Dans les vestiaires, je me préparais à battre, » répondit Denham sur la défensive. Monsieur Caldwell, qui se tenait juste à portée de voix, s'éclaircit nerveusement la gorge. Je vérifiais à nouveau les comptes du club. Le colonel voulait être rassuré. Il y avait encore une différence. L'inspecteur Graves se tourna brusquement vers lui. « Monsieur Caldwell, vous êtes le trésorier du club. Quel genre de différence ?» Caldwell hésita. « 100 livres. » Un murmure parcourut la foule. 100 livres, ce n'était pas une somme négligeable, surtout dans un village où chaque centime était compté. « Et comment le colonel a-t-il réagi ?» insista Graves. « Il m'a reproché, » admit Caldwell d'une voix tremblante. « Il m'a traité d'incompétent, il a menacé de me démettre de mes fonctions. » Il déglutit. Aujourd'hui, les aiguilles de Mademoiselle Marple cliquetèrent une fois, d'un mouvement sec et précis. Denham et Caldwell, tous deux avaient des raisons de craindre le regard scrutateur du colonel. Tous deux étaient des hommes anxieux, soumis à la pression, et tous deux se tenaient à quelques mètres seulement d'un curieux mouchoir cramoisi. Madame Letherby leva alors la tête, la détermination brillant dans ses yeux rougis. « Mon mari avait peut-être des inquiétudes, » dit-elle d'une voix brisée mais farouche. Mais il faisait confiance à ceux qui servaient le club. Il a toujours cru que la loyauté l'emportait sur les erreurs comptables. Elle hésita, ces mots ne la convainquant même pas elle-même. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, pensif. Le colonel s'est étouffé. Cela suggère une ingestion. Qu'a-t-il consommé avant ou pendant le match? Madame Letherby cligna des yeux, confuse. « Oh, juste son tonique habituel. Il disait que cela calmait ses nerfs. Je le préparais moi-même. » Une pause. Préparé par l'épouse en deuil. Miss Marple continua à l'observer avec douceur, mais sans relâche. « Madame Letherby, » dit-elle doucement, « avez-vous gardé la bouteille en votre possession toute la journée ?» La question était douce comme la neige, mais tout aussi glaciale. Les yeux de Madame Letherby s'assombrirent, envahis par un doute soudain. « Je l'ai laissé brièvement dans le pavillon pendant que j'allais chercher le carnet de score. N'importe qui aurait pu... » Sa voix s'éteignit. L'inspecteur Graves se tourna vers le pavillon. « Nous allons le fouiller, et je veux que ce mouchoir soit retrouvé. » Monsieur Caldwell tressaillit. Sa main se porta instinctivement à sa poche. Trop rapidement, trop protectivement. Mademoiselle Marple observa chaque centimètre de ce mouvement. La peur émanait de lui comme une odeur. « Pourquoi un mouchoir rouge ?» se demanda-t-elle à haute voix.
Il attire plutôt l'attention. On pourrait presque penser qu'il est fait pour être remarqué. Graves haussa un sourcil. Vous pensez que c'est important, mademoiselle Marple? Oh oui, répondit-elle doucement. Les gens en révèlent plus qu'ils ne le souhaitent lorsqu'ils choisissent quelque chose d'aussi audacieux. Son regard se posa une fois de plus sur la tache sur l'ongle du pouce de Caldwell. Faible, mais réelle. L'inspecteur suivit son regard. Il plissa les yeux. « Monsieur Caldwell, je vais devoir voir vos mains. » Caldwell hésita un peu trop longtemps. C'était révélateur. Le calme du village s'était désormais complètement dissipé. Les chuchotements se transformèrent en accusations. Les regards se durcirent en soupçons. Sous chaque sourire distingué, les jugements s'enroulaient comme de la fumée. Mademoiselle Marple rassembla son tricot, une femme tranquille au milieu d'une agitation grandissante, et pensa à la façon dont l'argent, plus que le sang, souillait souvent l'âme de la manière la plus sombre. Quelqu'un sur ce green avait fait en sorte que le colonel ne se tienne plus jamais à la ligne de démarcation. Mais le mobile était-il vraiment financier? Ou les livres perdus masquaient-elles simplement quelque chose de bien plus toxique? M. Caldwell se figea, les mains suspendues maladroitement à hauteur de poitrine, comme si le fait de se rendre pouvait en soi impliquer une culpabilité. L'inspecteur Graves examina la légère trace sur l'ongle du pouce de l'homme, le visage sombre dans son silence. « C'est de la peinture », insista Caldwell trop rapidement. « Je marquais des lignes de registre tout à l'heure. L'encre rouge tache terriblement, vous savez. »« C'est assez net pour de l'encre, » murmura l'inspecteur Graves, « surtout quand elle apparaît également sur un mouchoir. » Il fit signe à un agent qui s'agenouilla et récupéra le morceau de tissu cramoisi sous le pavillon. Sa vue, vive et accusatrice, provoqua de nouveaux halètements parmi les spectateurs. Mademoiselle Marple se contenta d'incliner la tête, son tricot reposant à nouveau doucement sur ses genoux. Le mouchoir, désormais soulevé par un coin, révéla une initiale soigneusement brodée. Madame Letherby eut le souffle coupé. « C'est celui de Charles, » murmura-t-elle. « Je le lui ai donné ce matin. » L'inspecteur Graves l'observa un instant de plus que nécessaire, cherchant à déterminer si le chagrin brouillait son honnêteté. « Et vous n'avez vu personne avec après cela. »« Non. » Mais il a dû tomber. Sa voix s'éteignit dans un silence hésitant. Pendant ce temps, Denham s'agitait nerveusement, jetant des regards tour à tour vers Caldwell et le mouchoir. Sa frustration et sa nervosité ne cessaient de croître. « Le colonel Letherby n'était pas un homme facile, » marmonna Denham, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « Il s'est fait des ennemis là où il aurait pu se faire des alliés. Une confession imprudente, mais peut-être le genre de choses qu'un jeune homme pourrait laisser échapper lorsqu'il est acculé par les circonstances plutôt que par sa conscience. » L'inspecteur Graves se tourna vers le pavillon. « Agent, fouillez chaque recoin. Je veux la bouteille de tonique, toute tasse ou flacon dans lequel il a bu, et tout autre objet qui n'est pas à sa place. » Mess Marple s'approcha sans s'imposer, mais avec la douce gravité de quelqu'un qui se trouve toujours au cœur de l'action lorsque la vérité est proche. Elle s'arrêta à côté des tableaux d'affichage en craie, appuyés contre le mur du pavillon, ses doigts effleurant légèrement leurs bords lisses. « Les problèmes d'argent peuvent changer un homme, » dit-elle doucement à Graves, « même s'ils apparaissent rarement de nulle part. Des fonds manquants ici, des désaccords là-bas. Cela suggère souvent une chaîne qui se resserre autour du cou de quelqu'un bien avant le coup de grâce. » Graves se permit un hochement de tête mesuré. « Vous pensez donc que c'était délibéré? »« Oh, » répondit sereinement mademoiselle Marple. « Délibéré et réfléchi ne sont pas nécessairement synonymes. » Son regard doux se posa sur Caldwell.
Parfois, le désespoir conduit à une audace maladroite. Caldwell pâlit. « Je n'ai pas... Je tenais au colonel. Il me confiait les comptes. Il savait que je ne ferais jamais. Mais il ne vous faisait plus confiance ces derniers temps, n'est-ce pas ?» intervint Denham froidement. « Pas après la disparition des 100 livres. » Les épaules de Caldwell s'affaissèrent. « Je lui ai dit que les comptes seraient équilibrés une fois que les recettes de la collecte de fonds seraient encaissées. Il ne voulait pas m'écouter. » Miss Marple observait la scène avec intérêt. Le ton de Denham ne trahissait pas la victoire, mais plutôt quelque chose qui s'apparentait davantage à de la peur des conséquences qui s'étendraient au-delà du jour présent. « Où avez-vous vu le colonel vivant pour la dernière fois ?» demanda Graves. « Dans le pavillon, » répondit Caldwell d'une voix rauque. Il était en train de vérifier les reçus. Il semblait agité. « Agité, » répéta Graves. « À cause de vous ? » À cause de tout, les réparations du toit du pavillon, le manque à gagner de la collecte de fonds, les ragots à son sujet. Les aiguilles de Miss Marple cliquetèrent, une fois, à la mention des ragots, l'une des monnaies les plus dangereuses à St. Mary Mead. Madame Hartree, qui avait entendu la conversation, se pencha vers sa compagne. « Eh bien, il a crié sur Denham dans la rue principale, vous savez. Il l'a accusé de déloyauté. » Quel langage! Et le colonel et cet avocat, M. Blake, avaient des affaires à régler récemment, répondit son ami. Des prêts, je crois. L'inspecteur Graves dressa l'oreille. Qui est Blake? Un avocat du village voisin, répondit gentiment mademoiselle Marple. Un homme qui accumule autant les dettes que les secrets. Il était présent à la fête la semaine dernière. Il a longuement discuté avec le colonel, à voix très basse. Graves soupira. Encore des zones d'ombre financières. Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire pensif. Les villages sont rarement le théâtre de meurtres, motivés uniquement par l'argent, inspecteur. Mais ils engendrent souvent la honte. Les agents réapparurent à ce moment-là, portant une petite bouteille teintée et un flacon en argent. Graves les prit avec ses mains gantées. « Madame Letherby, dit-il, lequel avez-vous utilisé pour le tonique de votre mari ?» Elle désigna la bouteille. « Celui-là. Je l'ai laissé sur la table. Je ne suis parti qu'un instant. » Mademoiselle Marple remarqua que ses doigts se recroquevillaient, comme pour résister à son propre souvenir. L'inspecteur Graves renifla prudemment la flasque. « Ça sent le brandy. Assez fort pour masquer n'importe quoi d'autre. » Il se tourna à nouveau vers Caldwell. « Vous étiez seul dans le pavillon après le départ de Madame Letherby ?» La voix de Caldwell était à peine audible. « Oui, mais seulement un instant. J'ai vérifié les chiffres, puis je suis parti. Je n'ai jamais touché à son verre. Pourtant, quelqu'un l'a fait, » murmura mademoiselle Marple. Tous les regards se tournèrent passeuse vers elle. Elle leva les yeux vers le green. Les gens bougent rarement sans raison lorsqu'ils sont anxieux, poursuivit-elle doucement. Le colonel Letherby est sorti tendu, mais pas encore effrayé. Sa peur n'est apparue qu'au moment où il est tombé. « Mais pourquoi avoir peur ?» demanda Graves. « Le poison est rarement indolore, » répondit mademoiselle Marple, la tristesse se mêlant à la certitude. Il y aurait eu un terrible moment de prise de conscience. Le silence s'installa. Même les moineaux semblaient me s'être tus. « Et le mouchoir ?» demanda Graves. « Un message, » dit doucement mademoiselle Marple. « Ou une erreur, peut-être les deux. Une touche de théâtre accompagne souvent la culpabilité, une tentative de façonner l'histoire avant que la vérité ne puisse s'exprimer. » Son regard se posa à nouveau sur M. Denham. Ses épaules solides étaient désormais affaissées. Culpabilité ou espoir brisé? Puis sur Caldwell, qui serrait ses lunettes comme si elle le maintenait debout. La terreur plus que la culpabilité. Puis sur Madame Letherby, toujours hébétée,
mais avec une étincelle indéchiffrable derrière son chagrin. Personne ne correspondait parfaitement au profil du coupable. Cela en disait long. Les battes de cricket étaient déposées tranquillement. Les tableaux d'affichage étaient vides, comme si le sport préféré du village souhaitait se détourner de la laideur révélée sous ses yeux. L'inspecteur Graves se redressa. « Je vais interroger chacun d'entre vous en détail, au poste. » Mademoiselle Marple lui saisit légèrement le bras. « N'oubliez pas, inspecteur. Ceux qui se défendent le plus bruyamment ont souvent besoin d'être convaincus, mais ceux qui restent très calmes cachent peut-être une tempête. » Son regard se posa brièvement sur Caldwell. Puis il dériva, de manière inattendue, vers la ligne de toiture du pavillon où une gouttière mal fixée brillait. Quelque chose là-haut avait récemment bougé, une preuve encore invisible, un mobile encore incompris. Sous des apparences calmes, les motivations s'entremêlaient, et un fil rouge, cramoisi et accablant, attendait patiemment d'être tiré. L'attention de l'inspecteur Graves se concentra sur M. Caldwell comme un étau. Les murmures de la foule avaient déjà désigné leur coupable. Les hommes discrets font de commodes monstres. Il se tenait debout, tremblant près du mur du pavillon, tandis que l'incrédulité et la terreur s'entremêlaient dans sa poitrine. « Nous allons commencer par vous, » dit Graves d'un ton sec. « Vous étiez seul avec le verre du colonel. Vous aviez un mobile. Vous aviez l'occasion. » L'accusé ne parvint qu'à émettre un son étranglé. Ses lunettes glissèrent sur son nez, comme si elles aussi cherchaient à s'échapper. Mademoiselle Marple observait Graves avec une patience tranquille. Des suspects solides trop tôt signifiaient souvent que la vérité se cachait ailleurs. La voix de Caldwell finit par se libérer. « Je jure que je n'ai pas touché. »« Tout le monde touche quelque chose, » l'interrompit Graves. « Nous trouverons ce que vous avez touché. » Madame Hartree et sa compagne s'approchèrent, tels des charognards, attirés par une rumeur fraîche. Mademoiselle Marple remarqua à quel point leurs yeux brillaient devant la misère, non par malice, mais par la faim de ceux qui craignent davantage l'ennui que l'injustice. Les sanglots de Madame Letherby s'étaient apaisés, mais le chagrin avait déformé ses traits en une expression d'épuisement amer. Elle fixait Caldwell avec quelque chose d'aigre, sous la tristesse. « Vous étiez si nerveux ce matin. » Charles l'a mentionné. Caldwell secoua la tête, impuissant. « Parce qu'il m'a reproché ce que je n'ai pas fait. Mais je ne ferai jamais. » Sa voix s'effondra une fois de plus. Denham l'observait avec une expression différente. Culpabilité ou pitié, Mademoiselle Marple ne pouvait encore se prononcer. Sa main serrait sa batte, les jointures blanchissantes comme s'il se préparait à un coup qu'il s'attendait à recevoir de n'importe où. Pendant ce temps, le policier agenouillé près du terrain de cricket découvrit quelque chose à moitié enfoui dans l'herbe piétinée. « Inspecteur, un bouchon de bouteille, un endroit étrange pour en trouver un. » Graves s'en empara et le renifla. Amande amère. Du poison. Du cyanure, presque certainement. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Et Caldwell faillit s'évanouir. La voix de Graves se durcit. Le colonel a bu le contenu de sa bouteille de tonique, oui, mais probablement après que quelqu'un l'ait scellé dans la mort. Il observa Caldwell. Vous gérez les fournitures du club. Vous avez accès aux réserves. Vous savez où les articles sont conservés. Caldwell déglutit. Oui, mais cela ne... Si, répondit Graves. Les yeux de Mademoiselle Marple restèrent fixés sur Graves et non sur Caldwell. Inspecteur, dit-elle doucement, le cyanure a une odeur assez caractéristique. N'importe qui à proximité de la fiole aurait pu le remarquer. Et M. Caldwell est, comment dire, peu enclin à prendre des risques inconsidérés. Son regard se posa sur Caldwell avec une sympathie maternelle, même si son esprit était déjà loin,
passant en revue les faits comme une aiguille passe dans du fil. Si M. Caldwell avait empoisonné le colonel, poursuivit-elle d'un ton léger, il serait terrifié à l'idée d'être découvert. Une telle peur laisse des traces. Élimination précipitée, regard nerveux, mensonge stupide. Mais ce que nous avons vu, c'est un homme qui se noie, pas qui s'enfuit. Grave fronça les sourcils. Il a des taches rouges sur les mains. Il est au centre de la disparition des fonds. Il se cache derrière sa faiblesse. Mademoiselle Marple sourit d'un sourire doux, que les gens prennent pour inoffensif. La faiblesse se cache rarement. Elle tremble. La force se cache. Caldwell baissa la tête. Par gratitude ou par désespoir, qui pouvait le dire? Madame Letherby se retourna, la colère transperçant son chagrin. « Vous pensez que mon mari lui a fait du tort, que Charles méritait? » « Non, » l'interrompit doucement mademoiselle Marple. « Mais la confiance et la fierté sont souvent ennemies. Quand l'une se brise, l'autre s'aiguise en accusation. » Ses doigts se contractèrent légèrement vers le mouchoir cramoisi désormais posé sur la marche du pavillon, séchant comme une accusation abandonnée. La frustration de Graves bouillonnait. Quelqu'un a mis ce poison dans son verre. Quelqu'un a laissé ce mouchoir. Nous devons suivre les preuves dont nous disposons. Bien sûr, acquiesça mademoiselle Marple. Mais n'oubliez pas que des preuves peuvent être placées là pour détourner l'attention. Denham se déplaça, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son regard passa rapidement de Caldwell à la fenêtre du pavillon, où des ombres bougeaient au-dessus du rebord. Un agent monta les escaliers pour fouiller la terrasse d'observation. Un cri soudain retentit. « Inspecteur, ici !» L'attention de tous se porta vers l'étage supérieur lorsque le policier apparut, tenant dans sa main un objet métallique brillant. Une clé, ornée d'une petite étiquette en laiton. « Finance Locker ». Caldwell eut le souffle coupé. Denham eut l'air malade. Madame Letherby vacilla. Grave la brandit pour que tout le monde puisse la voir. La clé du trésorier, cachée là où seule une personne familière avec ce pavillon aurait pu la placer. Son regard se posa sur Caldwell. Caldwell s'effondra. « Je l'ai perdue. Il y a 2 jours. J'ai dit au colonel. Il a pensé que je mentais. Mais je l'ai perdue, vraiment. Et pourtant, elle est là, » dit Graves froidement. Tout près de l'endroit où le colonel est tombé. Les yeux de mademoiselle Marple restèrent fixés sur la clé. Quelque chose dans son éclat, une légère tache sur le laiton. Pas rouge, mais gris brunâtre. Des résidus de produits pour polir le métal. Récemment appliqués. « Quelle propreté !» murmura-t-elle. Caldwell fut emmené à l'écart, tandis que les villageois murmuraient des propos venimeux. Ses genoux fléchirent. Il s'appuya contre le mur du pavillon pour rester debout. Mademoiselle Marple reprit doucement son tricot, mais son regard se fit plus intense lorsqu'elle s'approcha de Graves. « C'est dangereux, » dit-elle doucement, « d'attraper le premier poisson qui saute dans votre filet. Souvent, il saute parce que quelque chose de plus gros et de plus affamé s'agite en dessous. » Graves fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un est en train de le piéger? »« Oh, oui, » répondit mademoiselle Marple. « Oh, tout à fait. » Elle leva à nouveau les yeux vers la ligne de toiture du pavillon. La gouttière, légèrement de travers. Quelque chose avait été jeté là-haut, ou était tombé. Le motif cramoisi flottait à nouveau dans ses pensées, comme un danger qui mûrissait. L'argent avait peut-être déclenché les querelles. Mais la honte, la vraie honte, était bien plus mortelle. Et quelqu'un dans ce cercle policé cachait une honte qui pouvait tuer à nouveau. L'inspecteur Graves ordonna aux agents de police de boucler le pavillon, aboyant ses ordres avec la précision d'un homme déterminé à apparaître comme le commandant en chef. Pourtant, son regard se posa brièvement sur mademoiselle Marple, trahissant sa conscience que sa plus fidèle alliée était la femme discrète à ses côtés.
Caldwell avait été placé sous surveillance. Ses protestations s'étaient réduites à de douces répétitions entrecoupées. « Je n'ai pas... Je n'aurai jamais... » Une litanie d'hommes désespérés. Mademoiselle Marple s'éloigna du groupe tendu de villageois. Elle se déplaçait, comme la lumière du soleil, à travers la dentelle, à peine remarquée, mais illuminant tout ce qu'elle touchait. Son attention se porta à nouveau sur la gouttière au-dessus d'elle, où un mince morceau de tissu rouge était accroché à un rebord métallique. Il ne flottait pas, il était fixé. Elle se plaça en dessous au moment où un agent de police émergeait, époussetant son uniforme. « Il n'y a rien là-haut, madame, juste de la boue et des écureuils. »« Oh, les écureuils mènent une vie si laborieuse, » murmura-t-elle, même si on les voit rarement porter des initiales brodées. Le policier cligna des yeux, perplexe. Mademoiselle Marple leva à nouveau les yeux et plissa légèrement les paupières. La gouttière était inclinée vers le bas de manière anormale, comme si elle avait été récemment tirée. Sa voix resta douce. « Pourrais-je vous déranger pour vous demander une échelle? Il y a peut-être quelque chose un peu plus haut que ce que vous avez pu inspecter. » Avant que le policier n'ait pu répondre, Denham apparut précipitamment, essayant d'esquisser un sourire tremblant. « Mademoiselle Marple, merci d'avoir dit ce que vous avez dit. Caldwell n'est pas un meurtrier. Il est juste faible. » Mademoiselle Marple posa son regard serein sur lui. « La faiblesse n'est pas un crime, monsieur Denham, mais la peur peut l'être. » Il tressaillit, de manière presque imperceptible. Son regard se porta vers la porte du pavillon. « L'inspecteur Graves veut me parler à nouveau. Je devrais y aller. » Il partit rapidement. Trop rapidement. Mademoiselle Marple regarda son dos s'éloigner avec un calme pensif. Une échelle fut apportée. Elle autorisa un agent à grimper, mais elle le guida dans ses recherches avec des instructions simples et précises, comme si elle pouvait voir le crime sous des angles que personne d'autre ne pouvait voir. « Là, » dit-elle, le coin le plus proche du lierre. Un léger cliquetis métallique répondit. Le visage du policier pâlit lorsqu'il révéla l'objet coincé dans la jointure de la gouttière. Une petite fiole dont l'étiquette était à moitié effacée, mais pas suffisamment pour que mademoiselle Marple ne puisse pas lire les lettres qui restaient. Nacide, pas simplement du poison, un poison spécifique. L'inspecteur Graves s'en empara, un sourire satisfait illuminant son visage. Caché dans une gouttière, c'est délibéré. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. Un endroit que l'on pourrait choisir dans la précipitation, ou en sachant que la pluie efface les traces. L'inspecteur réfléchit à cela. Cela suggère toujours Caldwell. Il saurait où sont rangées les fournitures, où trouver du poison. Peut-être, admit mademoiselle Marple. Mais Caldwell est un employé. Ils égarent leurs clés, leurs reçus, leur petite monnaie. Ils ne jettent pas souvent des flacons dans les gouttières. Ils ont tendance à classer leurs péchés de manière plus ordonnée. Madame Letterby, attirée par l'agitation, s'approcha d'un pas chancelant. « Qu'y a-t-il? Qu'avez-vous trouvé ?» Graves hésita. Mademoiselle Marple répondit à sa place, d'une voix douce comme de la dentelle sur de l'acier. « Des preuves qui suggèrent une planification, ma chère. Pas de panique. » Le visage de madame Letterby perdit toute couleur. « Je ne peux pas supporter cela. Charles, mon Charles. » Elle pressa une main sur son cœur et s'éloigna en titubant, s'agrippant à son ami pour garder l'équilibre. Mademoiselle Marple observa le tremblement de cette main, un tremblement profond qui ne venait pas seulement du chagrin. Quelque chose de corrosif. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « pouvons-nous parler au docteur Partridge ?» Le médecin était resté près du terrain, fixant le corps du colonel désormais décemment recouvert d'un drap blanc. Ses épaules étaient affaissées, accablé à la fois par le devoir et l'impuissance.
Docteur, salua gentiment mademoiselle Marple. Vous êtes arrivé rapidement. Le docteur Partridge acquiesça. J'étais au cabinet. Je me préparais à venir ici à vélo pour l'après-midi. Vous avez tout fait pour essayer de sauver le colonel, poursuivit-elle. Mais dites-moi, qui a été le premier à suggérer le poison? Le médecin marqua une pause. Eh bien, j'ai senti une odeur d'amande. C'était impossible à ignorer. Et vous l'avez immédiatement reconnu. Vous avez déjà traité des cas similaires. Il hésita trop longtemps. Un seul, il y a longtemps, dit-il à voix basse. Une tragique erreur lors d'une fumigation. Je n'ai jamais oublié. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Les souvenirs qui nous hantent sont souvent liés à la culpabilité. Vous ne trouvez pas? Il serra les poings. Vous m'accusez? Pas du tout, répondit-elle doucement. Je constate simplement que le chagrin et la culpabilité peuvent se ressembler, en particulier chez ceux qui tentent de guérir. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge, impatient. Nous devons nous concentrer sur le mobile. Le conflit financier de Caldwell est important. Oh, inspecteur, murmura mademoiselle Marple, l'argent est source de querelle, certes, mais c'est la honte qui y met fin de manière si décisive. Son regard se posa sur Denham, qui sortait une nouvelle fois du pavillon, les yeux humides, la mâchoire serrée. Un jeune homme aux prises avec une vérité trop lourde à supporter. Elle se tourna légèrement. « Et les secrets » ajouta-t-elle, « surtout ceux qui sont soigneusement dissimulés. » Le policier en haut de l'échelle appela soudainement. « Madame, il y a autre chose coincée juste à l'intérieur de la gouttière. » Il descendit un bout de papier plié, du papier rigide, dont les bords abîmés par l'eau étaient légèrement tachés de rouge. Mademoiselle Marple le déplia délicatement. Un chèque déchiré, payable à C. Letherby, signé H. Denham. Son regard se posa sur le chapeau melon. Il se figea, ses pupilles se dilatèrent, la peur aussi vive que le claquement du cuir sur le bois. L'inspecteur Graves s'élança. « Monsieur Denham, vous feriez mieux de nous expliquer cela. » Denham respirait rapidement. « Je lui devais de l'argent, pour du matériel, des prêts privés. Il m'aidait, par compassion. » La voix de mademoiselle Marple se glissa à travers la tempête comme un murmure dans une cathédrale. « Il a menacé de vous dénoncer. » Denham ferma les yeux. Oui, le mobile avait changé. Un nouveau fil se tendait. Ce n'était pas de l'argent volé, de l'argent dû, et la peur de la ruine. La foule retint son souffle, envahie par un sentiment collectif de suspicion. Caldwell leva les yeux, le désespoir cédant la place à la stupeur. Grave saisit l'occasion. Caldwell n'est pas notre seul suspect. Bien sûr que non, murmura mademoiselle Marple. Le poison, poursuivit-elle doucement, confronte un homme à son pire moi. Et dans ce cas, l'empoisonneur voulait que le colonel prenne conscience de son destin. Ce n'est pas dans la nature de Caldwell. Caldwell fuit les conflits. Mais quelqu'un d'autre ici a été contraint de regarder en face les conséquences de ses actes. Son regard se posa sur Denham. Il ne vacilla pas. Mais ce n'est pas la fin de la vérité, seulement la deuxième corde frontière. Denham tremblait, mais une peur plus profonde le maintenait encore muet. Il avait peur, oui, mais pas de sa propre culpabilité. Qui craignait-il alors? Mademoiselle Marple sourit, à la fois gentille et mortelle. Le terrain est encore en train de se former, inspecteur. Le guichet n'est pas encore en place. Et le motif cramoisi, mouchoir, tache dans le caniveau, chèque déchiré, continuait à s'assombrir. Quelque part, dans ce pavillon d'orgueil, d'envie et de dette, un secret bien plus dangereux attendait son aiguille. L'inspecteur Graves restait ferme, mais l'incertitude vacillait dans ses yeux comme une bougie balayée par le vent.
Caldwell n'était plus le seul méchant que la foule avait avidement choisi. À présent, les soupçons se tournaient, agités et aveugles, vers Denham. Le Green semblait rétrécir sous le poids des regards aiguisés comme des lames. Denham s'essuya les mains sur son pantalon, dans une vaine tentative d'effacer la peur qui le tenaillait. « Le chèque ne prouve rien, sauf que je lui devais de l'argent, » insista-t-il. « Il m'a aidé quand j'en avais besoin. » Les aiguillettes de Mademoiselle Marple se remirent à cliqueter, un son si doux que seul un esprit sensible à l'attention pouvait remarquer qu'il était synchronisé avec chaque tressaillement de peur qui traversait le visage de Denham. « La générosité liée à un moyen de pression, » murmura-t-elle, « est rarement de la gentillesse. Le colonel aurait pu vous soulager de votre culpabilité, ou il aurait pu vous la faire peser à jamais. » Les lèvres de Denham tremblèrent. « Il a dit que j'avais déshonoré le club en perdant ses fonds. Il m'a dit que je ne serais plus jamais chef à moins de tout rembourser. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. » Sa voix menaçait de se briser, mais la colère la raidit, formant un bouclier fragile. L'inspecteur Graves insista. « L'avez-vous menacé ?» Les yeux de Denham lancèrent des éclairs. « Il m'a traité de lâche. Il a dit que les hommes comme moi ne devraient jamais porter de batte. Je lui ai renvoyé ces mots. Je le regrette maintenant. » Mademoiselle Marple nota le mot « lâche ». Il résonna dans son esprit. Les explosions de fierté cachaient souvent des fractures d'où s'échappèrent des douleurs bien plus profondes. Une agitation attira l'attention lorsque les agents escortèrent Apple Caldwell vers le bureau du pavillon pour l'attendre. Il était pâle, tremblant, presque léger dans les bras des agents. Les villageois chuchotaient des suppositions. Il a falsifié les comptes. Qui sait ce qu'il aurait pu faire d'autre? Cacher la clé. Très suspect. Ce sont toujours les plus discrets. Mademoiselle Marple regarda Caldwell s'effondrer, le regard vide, en secouant la tête d'un air triste. « Ils cherchent un coupable pour faire taire leur peur, » murmura-t-elle. « Le village doit rapidement trouver quelqu'un à blâmer, sinon tout le monde se sentira en danger. » Son regard se posa sur l'entrée du pavillon où Madame Letherby s'attardait maintenant, ne pleurant plus, mais tendue. Sa main agrippait le cadre de la porte comme si celui-ci pouvait s'enfuir sans elle. Elle fixait Denham avec dégoût. Non, avec quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus personnel. « Madame Letherby, » dit doucement Mademoiselle Marple, « vous semblez extrêmement certaine. » La veuve eut le souffle coupé. « Mon mari faisait confiance à ce garçon. Il faisait confiance à tous. Et maintenant, Charles est mort. » Mademoiselle Marple ne la quittait pas des yeux. La confiance et la possession sont souvent confondues dans le mariage. Que vous a offert le colonel? La veuve se raidit. Comment osez-vous? Elle s'interrompit, la mâchoire serrée. C'était là, la peur sous la fureur. Mais peur de quoi? Ou de qui? Soudain, un cri perçant retentit à l'intérieur du pavillon. Tout le monde se retourna tandis que les agents criaient « Inspecteur, Dr Partridge, venez vite !» Des pas se précipitèrent. Des portes s'ouvrirent brusquement. Le docteur Partridge se précipita à l'intérieur. Mademoiselle Marple le suivit discrètement, sa présence flottant à la périphérie de l'urgence. À l'intérieur, Caldwell était affalé contre le mur, les yeux vitreux, un verre brisé gisant à côté de ses chaussures. « Son pouls est faible !» s'écria le docteur. L'inspecteur Graves hurla. « Que s'est-il passé ?» Un policier balbutia. « Il a demandé de l'eau. Nous lui en avons donné directement, à partir de la cruche posée sur la table. Puis il s'est effondré, comme le colonel. Du poison. Encore. » Le cœur de Mademoiselle Marple continuait de battre sereinement, même si des cris étouffés éclataient derrière elle. « Inspecteur, » dit-elle calmement, « personne ne fournit aussi rapidement du poison à son propre ennemi, à moins d'être très stupide. Caldwell est peut-être faible, mais l'autodestruction n'est pas dans sa nature. » Graves jura. « Alors quelqu'un a remplacé l'eau.
Qui avait accès à la table? Miss Marple examina la table, la cruche à moitié pleine, des éclats de verre scintillant comme des mensonges éparpillés. Et là, près du bec verseur, une légère trace rougeâtre. Le motif se précisa. Elle souleva la cruche avec précaution. Elle a été placée ici après la mort du colonel. Du poison 2 fois en 10 minutes, c'est de la panique, pas de la planification. Denham apparut dans l'embrasure de la porte, horrifié. Est-il... Mademoiselle Marple ne se retourna pas. En vie. Pour l'instant. Mais terrifiée. Les lèvres de Caldwell tremblèrent, laissant échapper un murmure brisé. Il a dit qu'il nous ruinerait tous. Mademoiselle Marple se pencha vers lui, la voix douce comme le crépuscule. Qui, mon cher? Les yeux de Caldwell papillonnèrent, essayant de se concentrer sur un monde qui tournait violemment. Le colonel savait quelque chose, plus que l'argent. Sa respiration s'affaiblit. Le docteur Partridge travailla rapidement, sentant le liquide sur la peau de Caldwell. « Amande amère », marmonna-t-il entre ses dents serrées. L'inspecteur Graves saisit les mots de Caldwell. Que savait le colonel? À propos de quoi? Caldwell toussa violemment, puis murmura un dernier fragment avant de perdre connaissance. Cricket, pavillon, archives. Il sombra dans le silence. Miss Marple resta immobile, calme, implacable. Le tueur a essayé de faire taire l'homme le plus facile à piéger, quelqu'un qui craint d'être examiné de près. Caldwell sait où se trouve la véritable tâche. Grave passa une main dans ses cheveux. Alors le mobile n'est pas seulement l'argent. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. Non, c'est la réputation, la fierté et la terreur d'être démasqué. Son regard se porta une fois de plus vers le haut, vers la vitrine à trophées fixée près du plafond du bureau du pavillon. Les vitres étaient polies jusqu'à briller, réfléchissantes, révélatrices. Un petit fermoir métallique pendait sur le côté, cassé. À l'intérieur, là où des coupes en argent commémoraient les victoires et les honneurs. Un vide, un trophée manquant, une récompense autrefois gagnée, aujourd'hui disparue. Le colonel l'avait remarqué. Et quelqu'un avait tué pour l'empêcher de demander qui l'avait pris. Mademoiselle Marple se tourna vers Graves. « Le guichet bouge, inspecteur. La partie a changé. » Ses aiguilles à tricoter cliquetèrent 2 fois, serrées et précises. Et le tueur commence à perdre son sang-froid. Le docteur Partridge et les agents de police soulevèrent Caldwell avec précaution pour le placer sur une civière. Son corps pâle, tremblant, entre la vie et la mort. Les villageois observaient avec une fascination morbide, le soulagement mêlé à la déception que leur récit bien ordonné leur échappait. La chute de Caldwell avait été trop rapide, trop nette. Le chaos était de retour. L'inspecteur Graves essuya une goutte de sueur sur son front. « Nous devons mettre la main sur cette cruche, cette fiole, tout !» Sa voix se brisa légèrement, sous la pression de perdre le contrôle. 2 empoisonnements en un après-midi, c'est un jeu diabolique. Mademoiselle Marple se tenait près de la vitrine des trophées, les yeux fixés sur l'ombre de poussière où reposait autrefois une coupe. Elle ne toucha pas le verre. Elle se contenta d'observer, comme une empreinte de pas tournée vers l'arrière, peut révéler tout ce que les empreintes de pas qui arrivent dissimulent. « Un trophée manque », dit-elle doucement. Ce genre de choses se remarque. D'autant plus lorsque leur absence est synonyme de disgrâce. Denham l'entendit et tressaillit. « Vous pensez que je l'ai volé ?» La douleur dans sa voix était palpable. « Qu'est-ce que cela m'apporterait ?»« Rien, » répondit doucement mademoiselle Marple. « À moins que la victoire de quelqu'un d'autre ne soit pas tout à fait honnête. » Un silence s'installa. L'inspecteur Graves releva brusquement la tête. « Insinuez-vous qu'il a triché ?» Le mot pesait lourd, bien plus lourd que toute discussion sur de l'argent égaré.
À St. Mary Mead, la réputation était une monnaie d'échange, et la fraude une condamnation à mort. Denham serra les mâchoires. « Non, je ne tricherai jamais, jamais. » C'était un match de club, amical, sans grande importance. « Assez important, » murmura mademoiselle Marple, « pour un homme comme le colonel Letherby. Il considérait le cricket comme une question de civilisation. Les règles étaient sacrées. Quiconque les enfreignait était un traître au jeu. » Les yeux de Denham brillèrent. « Il m'a accusé d'avoir trafiqué une balle. Discrètement. Il a dit qu'il en ferait part au comité. Je l'ai supplié. Un scandale public détruirait mon père. Il est malade. Cela le tuerait. » Mademoiselle Marple acquiesça avec une douce compréhension. Les menaces de honte sont plus cruelles que les menaces de mort. Elles persistent. Madame Letherby entra, les yeux rougis mais concentrés. Elle fixa Denham du regard. Charles cherchait à t'améliorer, pas à t'humilier. Il essayait de t'aider à grandir, et maintenant, il n'est plus là. Sa voix tremblait, mais pas uniquement à cause du chagrin. Mademoiselle Marple vit la détermination qui se cachait derrière. Denham craqua. « Je me suis encore disputé avec lui ce matin. Je l'ai poussé. Il m'a dit que je n'étais pas apte à diriger une équipe de garçons. » Il serra les poings jusqu'à ce que ses ongles lui coupent la peau. Mais quand il est tombé là-bas, j'ai couru vers lui. J'ai essayé de le rattraper. Mademoiselle Marple le croyait. C'était la peur du déshonneur et non la haine qui avait alimenté sa rage. Mais si le colonel avait l'intention de révéler la vérité publiquement, l'inspecteur Graves réfléchit. Vous aviez certainement un mobile. Denham déglutit. Tout comme ceux dont il menaçait la réputation. Et ses critères étaient sévères. Miss Marple regarda ses yeux tremblants, puis détourna son attention vers le fond du pavillon, où une grande photo était accrochée de travers. Elle montrait le colonel recevant le trophée disparu 2 ans auparavant, son sourire fier dominant ses coéquipiers, dont Denham et Caldwell. Mademoiselle Marple fronça légèrement les sourcils. « Docteur, » dit-elle soudainement, « vous avez très vite reconnu le cyanure. Auriez-vous traité récemment quelqu'un qui aurait ingéré un produit toxique ?» Le docteur Partridge cligna des yeux, surpris. « Pas du cyanure, non. Une toxicité mineure due à des produits de polissage, un accident stupide avec du polish pour métaux la semaine dernière. » Pauvre monsieur Denham. Il a été malade pendant quelques jours. Un silence suffisamment profond pour engloutir tout le pavillon. Grave le fixa du regard. Du polish pour métaux, les mêmes résidus que mademoiselle Marple a remarqués sur la clé de Caldwell. Mademoiselle Marple acquiesça légèrement. La clé a été nettoyée récemment, peut-être pour effacer des empreintes digitales. Monsieur Denham ? Son ton restait incroyablement aimable. « Avez-vous emprunté la clé du trophée ?» Denham recula, horrifié. « Je nettoyais la vitrine des trophées. Je voulais voir si je pouvais trouver la balle qu'il affirmait que j'avais trafiquée, pour prouver mon innocence, ou pour cacher des preuves, » rétorqua Graves. La voix de Denham se brisa. « Non, ce n'était pas ça. » Mademoiselle Marple l'observa attentivement. Vos actions sont celles d'un jeune homme désespéré, mais pas d'un meurtrier. Tenter de dissimuler sa honte n'est pas la même chose que faire taire à jamais la source de cette honte. Elle se détourna du joueur de bowling bouleversé et fixa à nouveau son regard sur la veuve. La main de madame Letherby se figea sur le dossier d'une chaise. La voix de mademoiselle Marple flottait dans la pièce comme une plume trempée dans la glace. Vous avez dit que Charles faisait confiance à tout le monde au club, mais ce n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Les lèvres de madame Letherby se serrèrent en une ligne exsangue. Personne ne connaissait mieux que vous son tempérament, poursuivit mademoiselle Marple. Personne ne savait jusqu'où il pouvait pousser un homme ou une femme. Parfois, la cruauté se cache derrière une cravate respectable. La veuve détourna le regard.
La réputation, dit mademoiselle Marple en s'approchant, n'était pas quelque chose que le colonel devait protéger, mais plutôt une arme qu'il devait utiliser. Et lorsque ce pouvoir est menacé, la vengeance peut venir de ceux qui en ont le plus souffert. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Vous suggérez ?»« Pas encore, » répondit mademoiselle Marple, « mais le schéma se dessine. » Denham la fixa, bouleversé par ce revirement. Caldwell, inconscient, ne pouvait plus se défendre. À présent, un autre se trouvait dangereusement proche du seuil de la suspicion. Mademoiselle Marple baissa les yeux vers son tricot. Un seul fil cramoisi tissé dans la laine pâle du jour. Le motif s'intensifia. « Inspecteur, dit-elle doucement, le tueur a mal évalué la situation. Il croit contrôler le terrain. Mais la balle rebondit différemment maintenant. Elle releva les yeux, le regard vif et perçant, et la culpabilité apparaît enfin au tableau d'affichage. Un nuage gris passa devant le soleil, assombrissant le vert et le rendant maussade et vigilant. Les murs du pavillon, autrefois symbole d'une compétition joyeuse, semblaient désormais se pencher vers l'intérieur, conspirant pour garder leur secret. Les villageois s'accrochaient à leurs tasses de thé et à leurs spéculations tremblantes comme si cela pouvait les stabiliser. Mademoiselle Marple se dirigea vers la cuisine du pavillon. Ses pas étaient lents, mais déterminés, comme ceux d'une tricoteuse comptant les mailles d'un motif caché. Elle parla doucement à l'inspecteur Graves pendant qu'il marchait. Les gens empoisonnent rarement une seule fois, sans une bonne planification. Mais 2 fois dans la panique? Ce n'est pas le comportement d'un stratège froid. C'est la réaction de quelqu'un dont la première initiative n'a pas fonctionné comme prévu. Graves grogna. « Vous voulez dire que Caldwell n'était pas censé survivre. » Ce qui signifie, corrigea doucement mademoiselle Marple, que Caldwell n'était pas censé être un suspect capable de parler. À l'intérieur de la petite cuisine carrelée, un agent de police gardait la cruche et les verres restants, comme s'ils pouvaient prendre vie. Mademoiselle Marple examina les étagères soigneusement remplies de tasses à thé, de jus d'orange et de petites boîtes en argent étiquetées « sucre ». Une boîte était légèrement de travers. « Puis-je » demanda-t-elle. L'inspecteur acquiesça. Elle souleva le couvercle. Du sucre en poudre, rien de suspect. Mais posé dessus, un minuscule morceau de fil cramoisi. Elle le prit délicatement, comme si elle savait déjà l'histoire qu'il allait bientôt raconter. « Inspecteur, pourriez-vous demander à madame Letherby de nous rejoindre ?» Grave hésita. Pourquoi elle? Le mouchoir désignait le colonel. Les yeux de mademoiselle Marple brillaient, doux comme la lumière des étoiles, mais d'une clarté impitoyable. Le colonel avait toujours son mouchoir sur lui, un mouchoir brodé d'un L. Il y en avait 6 dans le lot. Qui a fait cette broderie, à votre avis? Graves cligna des yeux tandis que la compréhension se lisait sur son visage. Madame Letherby entra quelques instants plus tard, soutenue par madame Hartree. Son équilibre était fragile comme du verre. Mademoiselle Marple s'approcha avec un respect maternel. « Ma chère, vous prépariez le tonique de votre mari chaque jour de match. Vous insistiez pour le faire, un simple rituel d'attention. » La bouche de madame Letherby tremblait. Cela le stabilisait. Il comptait sur moi. Et pourtant, aujourd'hui, dit doucement mademoiselle Marple, vous avez laissé la bouteille dans le pavillon, sans surveillance. Une seule larme coula de l'œil de la veuve. Juste un instant. Les instants suffisent au meurtrier, répondit mademoiselle Marple. Graves s'avança. Madame Letherby, où étiez-vous lorsque Caldwell a reçu cette eau? Ses doigts se tordaient dans sa jupe. Je ne sais pas. J'étais tellement bouleversé. Les gens n'arrêtaient pas de me demander. Mademoiselle Marple posa sa main sur le poignet de la veuve pour la réconforter. Votre détresse est réelle. Personne ici n'en doute, mais le chagrin et la culpabilité vont souvent de pair.
La veuve eut le souffle coupé. « Vous pensez que j'ai tué Charles ?» Mademoiselle Marple n'éleva pas la voix. Sa douceur la rendait bien plus perçante. « Vous aimiez un homme charmant, mais vous étiez marié à un tyran. » Un halètement s'échappa de la porte. Madame Hartree faillit laisser tomber son sac à main. Mademoiselle Marple poursuivit. Le leadership du colonel au club n'était pas une guidance, c'était une domination. Il a fait plier Denham sous le poids de la honte. Il a réduit Caldwell à la peur. Et vous avez subi le plus gros de ses pires humeurs derrière des portes closes. Les dernières défenses de Madame Letherby s'effondrèrent sous le poids de la vérité. « J'étais loyale », murmura-t-elle dans un frisson de défi. Même lorsqu'il m'accusait de négligence, me harcelait pour la moindre poussière. Je m'occupais de sa maison, de son image. Mademoiselle Marple acquiesça gentiment. « Vous avez cousu ces mouchoirs, le travail d'une épouse qui n'est jamais considéré comme une fierté, mais seulement comme une obligation. » Le morceau de tissu cramoisi entre les doigts de mademoiselle Marple se balançait comme le ruban d'un juge. « Vous avez laissé tomber ceci ?» dit-elle doucement, lorsque vous avez trafiqué la boîte à sucre. La veuve tituba comme si elle avait été frappée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Mademoiselle Marple se pencha vers elle. « Mais vous n'avez pas empoisonné votre mari. Vous avez tenté de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Vous avez essayé de le protéger. » L'inspecteur Graves écarquilla les yeux. « Protéger? Qui ?» Le silence qui suivit fut lourd de révélations. Madame Letherby se tourna lentement vers la porte. Le docteur Partridge se tenait là. Ses mains, légèrement tachées de rouge, agrippèrent le cadre de la porte comme si c'était son dernier recours à la décence. Mademoiselle Marple lui fit face avec une compassion solennelle. « Docteur, votre affaire de fumigation n'est pas si lointaine que vous le suggérez. » La respiration de Partridge s'accéléra. « Vous n'avez pas oublié le cyanure, » dit-elle. « Vous avez déjà sauvé quelqu'un grâce à lui. Un patient que le colonel avait l'intention de dénoncer. » Une atmosphère de terreur envahit la pièce. « Caldwell craignait l'humiliation, » murmura mademoiselle Marple. « Denham craignait la disgrâce. Mais vous, docteur... » Sa voix s'adoucit, la lame désormais enveloppée de soie. « Vous craignez de perdre le but de toute votre vie. » La voix de Partridge se brisa, brisée par l'angoisse. « Il a dit qu'il me retirerait ma licence, qu'il me ruinerait, à cause d'une erreur que j'ai corrigée. Il a juré qu'aucun homme incapable de tenir un score n'était apte à manier un scalpel. » Ses larmes brûlaient ses joues. « Il m'a réduit à néant. Je ne pouvais pas supporter. » L'inspecteur Graves s'avança, menotte à la main. « Vous avez empoisonné le tonique. »« Oui, » sanglota Partridge. « Mais Caldwell, j'ai paniqué. Il n'était pas censé. » Mademoiselle Marple posa une main sur son bras tremblant. « Le désespoir est un terrible professeur. » Madame Letherby s'effondra contre le comptoir en pleurant. « Je voulais seulement le protéger de la cruauté finale de Charles. » Denham et Caldwell, tous deux innocents mais presque détruits, n'étaient que des pions au service d'une fierté plus grande. Les yeux de mademoiselle Marple brillaient de tristesse, mais sa voix restait résolue. « Un homme qui guérit peut tuer avec des connaissances alarmantes, inspecteur. Mais ce qui le condamne, ce n'est pas le poison. C'est de croire que la justice est entre ses mains. » Graves referma les menottes. Partridge sanglotait, non pas comme un méchant démasqué, mais comme un homme qui avait tout perdu bien avant que le poison ne touche la gorge du colonel. Miss Marple regarda vers la fenêtre du pavillon. Les battes de cricket, polies et prêtes à l'emploi, témoignaient des défaillances humaines plus graves que n'importe quelle balle illégale. Le match reprendrait un jour. Mais pas aujourd'hui. Le vent tourna, balayant les cartes de score tombées sur les marches du pavillon, comme des preuves éparpillées tentant de fuir les lieux. Le docteur Partridge
désormais menotté, fut conduit à l'extérieur, où la lumière du jour rendait sa culpabilité indéniable. Les villageois reculèrent, comme si la peur elle-même avait pris forme humaine. Mademoiselle Marple suivit d'un pas mesuré. Son tricot resta dans son sac. Le temps des mains calmes était révolu. Désormais, seuls ses yeux maniaient les aiguilles de la vérité. Caldwell, à peine conscient sur la civière, fut transporté devant la porte. Sa respiration était superficielle, sa dignité brisée, mais il était vivant, contrairement aux suppositions qui avaient été si rapidement formulées à son sujet. Denham regarda le médecin avec un regard qui mêlait sympathie et soulagement, en une seule expression impossible. « Je n'aurais jamais imaginé, » murmura-t-il. La réponse de mademoiselle Marple fut douce et grave. Il ne faut jamais juger la culpabilité à l'aune de la douceur des manières. Les pires cruautés sont commises en silence. Madame Letherby se tenait à l'écart, vidée par deux pertes. La première, celle de son mari. La seconde, celle d'une histoire qu'elle s'était convaincue être de l'amour. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle sans autre arme que la vérité. Protéger le péché d'autrui peut être aussi fatal que de commettre le sien. La veuve perdit son sang-froid et fondit en larmes. Je pensais que si je nettoyais la boîte à sucre, déplaçais la clé trophée, je pourrais le tromper, lui donner du temps. Il avait déjà sauvé Charles d'une crise cardiaque. Charles jurait qu'il devait sa vie au docteur Partridge. Et puis, murmura mademoiselle Marple, il a utilisé cette dette comme un fouet. Madame Letherby s'étouffa à ce souvenir. Il disait qu'un homme qui avait déjà dérapé pouvait toujours déraper à nouveau. Il menaçait de révéler son erreur, de le ruiner. Et vous craignez, poursuivit mademoiselle Marple, quelle destruction Charles pourrait choisir ensuite. La veuve acquiesça, brisée par le poids de sa confession. Je voulais seulement la justice, celle qui ne traîne pas une âme dans la boue. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Le colonel était un homme fier, certes, mais la fierté sans pitié devient un poison bien avant que l'on touche à la bouteille. L'inspecteur Graves les rejoignit, l'air sévère, mais pas insensible. Madame Letherby, altérer des preuves est un délit, mais votre protection mal avisée n'est rien à côté d'un meurtre. Vous pourriez encore bénéficier d'indulgence. La veuve s'effondra sur un siège et sanglota de manière incontrôlable. Mademoiselle Marple posa une main sur la sienne, un réconfort rassurant au milieu d'un naufrage moral. Caldwell était en train d'être installé dans l'ambulance lorsque mademoiselle Marple s'approcha. Elle se pencha vers lui et lui parla doucement à l'oreille, non pas pour fouiner, mais pour le réconforter. Vous avez survécu à la fois au poison et au soupçon. Cela demande de la force, pas de la faiblesse. Un léger frisson le parcourut, signe de reconnaissance, peut-être de gratitude. Il se remettrait, physiquement du moins. Sa réputation mettrait plus de temps à se rétablir, mais St. Mary Mead avait tendance à oublier les scandales dès qu'un nouveau sujet de commérage plus juteux se présentait. Denham s'attarda sous l'arche du pavillon, fixant l'espace vide où brillait autrefois le trophée. Il parla sans se retourner. Je pensais que le cricket pourrait se me sauver, que si je jouais assez bien, les gens me verraient autrement que comme mes erreurs. Miss Marple le rejoignit, contemplant la photo de la victoire du colonel. Les héros sont rarement gentils, monsieur Denham. Ils gardent les portes, pas les cœurs. Denham rit amèrement. Le colonel Letherby gardait tout sauf la décence. Mademoiselle Marple réfléchit attentivement à ses paroles. Il accordait de l'importance à la perfection, mais son plus grand défaut était de voir l'imperfection partout ailleurs. Denham retint une larme. « Pensez-vous que je suis pardonné ?» Elle sourit, d'un sourire qui réparait les fenêtres brisées de l'âme. Le pardon est rarement mérité. Il est accordé malgré tout.
Dehors, l'inspecteur de police fit signe aux agents d'escorter Partridge. Le médecin s'arrêta lorsque mademoiselle Marple se plaça une dernière fois devant lui. « Vous avez sauvé de nombreuses vies, » dit-elle doucement. « Mais un homme vous a convaincu qu'une seule erreur effaçait toutes vos bonnes actions. C'est une terrible tragédie que vous l'ayez cru. » La voix de Partridge était brisée. « Que suis-je maintenant ?» Mademoiselle Marple répondit non pas avec jugement, mais avec vérité. Un homme qui doit apprendre que la guérison commence par soi-même. Alors qu'il était emmené en garde à vue, les villageois se penchèrent pour chuchoter, non plus à propos du sport, mais à propos du péché et du chagrin qui s'étaient répandus sur la pelouse. Le terrain de cricket, autrefois hymne à l'été, était devenu un registre de plaintes et d'orgueil brisé. Pourtant, mademoiselle Marple respirait le calme de la fin d'après-midi, premier signe du retour à l'ordre. Il y avait des coutures à faire, des déchirures émotionnelles à refermer, et elle s'en occuperait, point par point, à sa manière douce et mortelle. La fureur de la journée s'était apaisée, comme les derniers overs d'un match où la victoire est décidée et où les joueurs se souviennent enfin de respirer. Pourtant, le motif persistait. Fil cramoisi, mouchoir cramoisi, culpabilité cramoisie. Il faudrait du temps à St. Mary Mead pour oublier cette tâche. Mais ils oublieraient. Ils oubliaient toujours. La fin de l'après-midi étendait de longues ombres sur le terrain de cricket, la lumière s'amenuisant en un or tranquille qui adoucissait tout, sauf la vérité. Le pavillon était à nouveau immobile, ni festif, ni fier, mais contemplatif, comme si les planches elles-mêmes regrettaient ce dont elles avaient été témoins. L'inspecteur Graves rassembla Denham, Madame Letherby, le docteur Partridge, désormais entouré de policiers, et la poignée de villageois qui n'étaient pas encore rentrés chez eux pour effacer cette journée de leur mémoire. Mademoiselle Marple se tenait au centre, tel un point immobile au milieu d'une tempête tourbillonnante. Elle joignit doucement les mains devant elle. Pas de fanfare, pas de triomphe, juste une tristesse humaine associée à une douce lucidité. La mort du colonel Letherby, commença-t-elle, était l'aboutissement de nombreuses petites cruautés, d'une longue série d'actes d'orgueil qui ont blessé les autres jusqu'à ce que l'un d'eux finisse par céder. Elle regarda le docteur Partridge, dont les yeux étaient pas des miroirs vides. « Vous avez commis une erreur dans votre pratique. Le colonel l'a découverte et a promis de rester discret, mais vous avez compris trop tard que sa promesse était une chaîne. Il vous l'a imposée sans relâche. » Partridge tressaillit. La honte avait creusé des cavernes sous sa peau. Vous craigniez qu'il ne révèle votre erreur passée au conseil médical, que vous perdiez votre profession, l'identité que vous aviez mis toute une vie à construire. Elle poursuivit doucement. Vous avez donc empoisonné son tonique, un acte simple et rapide pour un homme qui avait passé trop de temps avec des poisons d'un autre genre. Les villageois murmurèrent, certains avec pitié, d'autres avec condamnation. « Mais le mouchoir ?» demanda l'inspecteur Graves, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Mademoiselle Marple acquiesça. Le colonel le portait dans sa poche auparavant. Lorsqu'il s'est effondré, il est tombé, et Madame Letherby, désespérée de protéger le médecin, s'en est emparée. La veuve baissa la tête, les larmes coulant silencieusement. Elle l'a caché sous le panneau du pavillon, poursuivit Mademoiselle Marple. Puis elle s'est précipitée vers la boîte à sucre, laissant tomber le fil rouge en l'ouvrant, dans l'espoir que la police soupçonnerait quelqu'un d'autre. Madame Letherby haleta. Je voulais seulement lui faire gagner du temps, adoucir le coup. Charles était déjà parti. Mademoiselle Marple lui toucha gentiment le bras. L'amour trouble les meilleurs d'entre nous, mais la protection née de la peur devient une cruauté en soi. Elle se tourna vers Denham. Vous, pauvre garçon, vous étiez submergé par une honte d'un autre genre. Le colonel vous a accusé de tricherie.
Vous avez caché le trophée manquant pour éviter l'humiliation. Une erreur stupide, mais pas mortelle. Denham s'affaissa, le soulagement lui coupant les jambes. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je sais, dit Miss Marple doucement. Mais la peur peut faire croire aux gens que leur péché brille de mille feux. La civière de Caldwell restait au bord de la Seine. Sa respiration était désormais plus régulière. Le regard de Miss Marple se posa là. Et Caldwell, continua-t-elle, était simplement le plus facile à blâmer. Les comptables le sont toujours. Leurs chiffres révèlent des erreurs que d'autres préfèrent cacher. L'inspecteur Graves acquiesça d'un air sombre, la mâchoire serrée. Nous avons failli envoyer un innocent dans la tombe. Oui, répondit mademoiselle Marple, parce que la vérité était obscurcie par des suppositions. L'ombre du colonel était si longue que même dans la mort, elle nous a induits en erreur. Une brise souleva les banderoles au-dessus du pavillon, vestige déchiqueté d'une célébration qui s'accrochait obstinément à cette journée. La voix de mademoiselle Marple s'adoucit encore. Les crimes passionnels sont rapides. Les crimes d'orgueil mettent des années à mûrir. Le docteur Partridge n'a pas empoisonné un homme, murmura-t-elle. Il a empoisonné la croyance, selon laquelle une personne peut exercer un jugement absolu sur une autre. Personne ne parla. Le Green retint son souffle. « Arrêtez-moi, » murmura Partridge. « S'il vous plaît. Je ne peux pas supporter. » L'inspecteur Graves posa une main ferme sur son épaule et fit signe à ses agents. « Nous le ferons. Et vous serez jugé comme il se doit, par une justice qui n'appartient pas à un seul homme imparfait. » Partridge ferma les yeux. Pour la première fois, il semblait presque en paix. Madame Letherby le regarda partir, le cœur brisé, non pas par le pardon, mais par la compréhension. Denham s'approcha de la civière de Caldwell et s'agenouilla à côté de lui. « Je suis désolé, » murmura-t-il, « pour toutes les choses cruelles que j'ai pu croire à votre sujet. » Caldwell, groggy mais conscient, lui serra faiblement la main. Miss Marple expira, un long et silencieux soulagement de sa douleur contenue. « Ce match est terminé, » dit-elle doucement, « et personne n'a gagné. » L'inspecteur ôta son chapeau en signe de respect, non pas pour le colonel décédé, mais pour la vérité et pour la femme qu'il avait découverte. Miss Marple se retourna vers le chemin du village, où les roses se penchaient sur les haies et où le thé attendait d'être préparé. Il y avait toujours du thé après une tragédie, et des commérages, et des réparations. Ses pas étaient modestes, ses épaules petites sous un simple châle, mais elle portait tout le poids de la compréhension comme un fardeau léger. Derrière elle, le pavillon de cricket était silencieux, un monument à la fierté, un témoin du poison, un rappel qu'aucun club, aucune maison, aucun cœur n'est jamais aussi sûr que son apparence le laisse croire. La rosée du matin s'accrochait encore au terrain de cricket, tandis que le soleil montait doucement dans un ciel plus calme. La terreur de la veille n'avait laissé aucune trace sur l'herbe, mais elle pesait lourdement dans les cœurs, comme une tache effacée à la vue, mais pas oubliée par la mémoire. La porte du pavillon était ouverte, l'air frais dissipant l'odeur de panique. À l'intérieur, les tableaux noirs avaient été effacés, les battes soigneusement empilées. Le remue-ménage causé par le ruban de police retiré pendant la nuit avait rétabli un sentiment d'ordre, mais le silence semblait solennel et non insouciant. Mademoiselle Marple arriva tôt, un panier à la main. Non pas pour enquêter, car ce travail était terminé, mais par gentillesse. Elle marchait doucement, un peu plus lentement que d'habitude après les tensions de la veille. Mais ses yeux restaient vifs, toujours attentifs, toujours pensifs. Elle s'arrêta devant la vitrine des trophées. Un menuisier était venu à l'aube et avait réparé le fermoir cassé. Le trophée manquant était toujours entreposé au poste de police comme preuve,
mais son absence avait été comblée par du bois poli, attendant d'être racheté. Les équipes joueraient à nouveau ici. Les jeunes hommes poursuivraient les guichets et les applaudissements. La vie, comme le cricket, s'arrêtait rarement longtemps. Madame Hartree s'approcha depuis le chemin du village, son chapeau parfaitement fixé, même si le chagrin plissait son front. « C'est terrible, vraiment terrible !» soupira-t-elle. « On n'imagine pas qu'un médecin, parmi tous les gens... » « Les médecins sont des êtres mortels, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Ils ressentent la peur, la honte, l'amour. Comme tout le monde. » Madame Hartree acquiesça, abattue. Les commérages s'adoucissaient souvent après une tragédie, transformant les jugements sévères en mises en garde discrètes. Non loin de là, Denham se tenait debout sur la corde délimitant le terrain, un balai à la main. Il balayait les feuilles mortes avec la concentration d'un homme qui nettoie plus que des débris. Mademoiselle Marple s'approcha doucement. « Comment va Caldwell ce matin ?» demanda-t-elle. « Il se remet, » répondit Denham après une brève pause. « Il est faible, mais le médecin de l'hôpital dit qu'il va s'en sortir. » Il esquissa un petit sourire fatigué. Il a demandé si les comptes pouvaient être mis en ordre. C'est tout Caldwell. Mademoiselle Marple lui rendit son sourire. Un homme doit s'accrocher à ses repères. Denham s'appuya sur le manche du balai, le regard tourné vers le tableau d'affichage. Pensez-vous que les gens lui pardonneront? Et moi? Le pardon, dit-elle doucement, ne s'obtient pas en ne tombant jamais, mais en se relevant sans amertume. Denham inspira lentement, régulièrement, comme si on lui avait donné la permission de respirer à nouveau. « Merci, » murmura-t-il, « d'avoir vu ce que les autres ne voyaient pas. » Mademoiselle Marple inclina la tête, acceptant sa gratitude sans fierté. Elle ne revendiquait jamais ses victoires. Elle se contentait de les comprendre. Alors que Denham reprenait son balayage, l'inspecteur Graves traversa la pelouse, son chapeau à la main. Ses épaules trahissaient son épuisement, mais aussi son soulagement. « Le docteur Partridge a tout avoué, » lui dit-il, « et Madame Letherby a tout confirmé. Elle sera bien sûr poursuivie, mais... » Il soupira. Son rôle était motivé par un amour déformé, pas par la malveillance. Mademoiselle Marple acquiesça. L'amour peut blesser plus discrètement que la haine. Grave se frotta la nuque. Si seulement j'avais votre instinct, j'ai failli traîner Caldwell moi-même à la potence. Vous avez suivi la raison? Répondit gentiment mademoiselle Marple. Mais la raison sans observation trébuche souvent là où se cache la nature humaine. Il rit tristement. Alors, heureusement que vous observiez. Elle sourit faiblement. Je le fais toujours. L'inspecteur souleva respectueusement son chapeau et partit, son ombre s'étirant sur la pelouse. La justice, ou ce qui s'en rapprochait le plus chez les humains, avait été rendue. Mademoiselle Marple se dirigea vers les marches du pavillon, s'arrêtant à l'endroit où elle avait aperçu pour la première fois cette tache cramoisie. Elle fouilla dans son panier et en sortit son tricot, le cardigan à moitié terminé. D'un œil attentif, elle arracha le seul fil cramoisi qu'elle avait tissé par erreur parmi la douce laine blanche. Le rouge n'avait pas sa place là. Une fois identifié, le péché doit être éliminé, non pas pour effacer le mal, mais pour le reconnaître avant que la guérison puisse se poursuivre. Elle coupa soigneusement le fil et le glissa dans sa poche. Un rappel que les apparences sont trompeuses, que même un tissu innocent peut receler un soupçon de danger. Au-dessus d'elle, l'horloge du village sonna 9 heures. Les cloches de l'église se joignirent bientôt, non pas avec urgence, mais avec tendresse, saluant le nouveau départ de la journée. Les villageois commencèrent à arriver par 2 ou par 3, rangeant les chaises et remettant en place les banderoles. Un petit enfant poursuivait un moineau en riant, sans se douter que la mort avait sévi ici la veille. L'enfance, pensa-t-elle, était une bénédiction de l'oubli. Madame Letherby sortit du presbytère,
où elle avait passé la nuit sous de doux conseils. Elle marchait d'un pas plus lent, désormais veuve non seulement de nom, mais aussi de cœur. Mademoiselle Marple la salua gentiment, lui mettant dans les mains une boîte de sablé emballée. « Quand les ombres s'allongent trop, murmura-t-elle, souvenez-vous que le matin finit toujours par revenir. » La veuve retint ses larmes et acquiesça avec gratitude, le premier pas vers la réparation de quelque chose de brisé. Mademoiselle Marple reprit alors place sous le même parasol qu'elle occupait au début prometteur du match. Elle prit ses aiguilles, du fil doux, un rythme tranquille, le geste silencieux de créer, alors que tant de choses avaient été détruites. Quelque part, on jouerait à nouveau au cricket. On servirait le thé. Le verre résonnerait à nouveau de rire. Mais le village, comme tous les villages, garderait en mémoire que la fierté peut empoisonner, que l'amour peut étouffer, que la justice exige parfois une voix douce. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient, produisant un son précis et apaisant. Elle sourit, faiblement mais sincèrement, tandis que le soleil perçait les nuages persistants et réchauffait l'herbe. La vie reprenait son cours habituel. Pourtant, rien n'était tout à fait pareil.